Eh ben, du coup, bonsoir à tous. C'est un plaisir d'être là. Pour ceux qui pourraient éventuellement ne pas me connaître, je ne sais pas exactement qui était là ou n'était pas là à la dernière présentation sur le thème de la régularisation, donc je me représente très rapidement. Donc moi, c'est Jules Salsinger, je suis ingénieur en intelligence artificielle et depuis la fondation des assos d'IA dans les écoles centrales, je donne à l'occasion des petites formations comme ça, parce que j'aime bien ça, ça me fait un hobby sympa. Et puis, en général, ça fait plaisir aux élèves aussi. Donc, j'espère que ce sera votre cas aussi ce soir, parce qu'on va parler d'un sujet tout à fait passionnant. On va parler des CNN avancées. Alors, ce que j'entends par CNN avancées, en fait, c'est des architectures un petit peu plus avancées qui font usage de ce que vous avez appris la dernière fois quand vous avez parlé de CNN dans votre précédente formation, par d'ailleurs, je crois, Gabriel, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Nickel. Et donc, nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, déjà se remémorer les éléments principaux de la formation précédente, et puis construire à partir de ça pour essayer de voir comment, dans la pratique, au fil du temps, on les a utilisés, ces CNN. Alors, on ne va pas malheureusement avoir le temps de rejoindre l'époque actuelle, parce que il y a juste trop à voir. On va s'arrêter un petit peu en cours de route. On va s'arrêter, pour être précis, il y a 2 ans, en 2020. Et on va voir tout ce qui a permis de progresser entre le début des convolutions en deep learning et ce moment qu'on va rejoindre avec l'architecture EfficientNet. Ok, alors sans plus attendre, je vais commencer le partage d'écran de mon côté et je vous demanderai, quand je l'aurai lancé, une petite confirmation vocale que ça fonctionne bien. Vocale parce que je ne vous vois plus. Alors, on va utiliser une présentation que j'ai qui fait tous les CNN depuis le début, plus ce qu'on va voir après. Et donc, on commence, nous, à l'intermède de cette présentation. Heureusement qu'on ne la fait plus en une fois d'ailleurs, hein, parce que la présentation complète est une espèce de titan gigantesque de 3 à 4 heures de long. Donc, c'est bien de split un petit peu entre les deux. Et nous, on va juste voir la deuxième partie. Bon. Et avant de vous passer à la slide d'après, en fait, je voulais juste vous montrer cette slide pour faire mon intro. Mais maintenant que c'est fait, je vais revenir sur, voilà, sur mon écran parce que j'ai quelques questions à vous poser avant de commencer pour essayer de remettre un petit peu les choses à plat vis-à-vis de ce que vous avez vu la dernière fois. Et la première question que j'ai à vous poser, en fait, c'est 2 questions de vocabulaire, tout simplement. Hein. C'est du vocabulaire qu'on va beaucoup réutiliser au cours de cette formation. Et du coup, s'il y a des petites imprécisions ou des oublis, hein, parce que ça va vite d'oublier ce genre de concept d'une formation à l'autre, eh ben, il sera temps de remettre un petit peu tout ça à plat avant qu'on commence. Et la première chose que j'aimerais que vous m'expliquiez, du coup, si possible, pas Gabriel, ce serait bien. C'est la notion de caractéristique. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'on entend en général par la notion de caractéristique dans un réseau de neurones en général et plus particulièrement dans un réseau de neurones convolutif? Je vous écoute. Le micro est allumé. Hein, donc... Un indice, ça s'appelle feature. Il vous a donné un gros indice là. Vous allez trouver avec ça. Non, ça n'a pas l'air trop ça. Faut pas réviser. Parmi ceux qui viennent en distanciel, soit Hung, soit I, il y a des idées? Je sais qu'il y en a plusieurs au hub là, donc n'hésitez pas à répondre. Il y a Hung et le hub, mais. Ils sont plusieurs au hub, ils ont mis sur la télé. Sur le télé. Bon, apparemment, ça n'a pas l'air d'avoir trop d'idées. Donc, Gabriel, si tu veux bien nous faire l'honneur d'un petit rappel. Caractéristique, c'est en fait un élément de l'image qui permet d'avoir des informations sur qu'est-ce qu'il y a dans l'image. C'est lié à ce qu'on appelle la carte des caractéristiques. Donc, je pense que tu vas en parler après. Oui, justement, ça aurait été ma question suivante. Donc, n'hésite pas à enchaîner. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la formation, si vous êtes tous là à la en fait. C'est pas tout ça. Laquelle? La formation CMM. Du coup, je ne peux pas savoir. Mais, en gros, une caractéristique. Enfin, on va analyser une image. On va
on va filtrer l'image et grâce à ce filtre, on va avoir une caractéristique. En fait, un filtre correspond à une caractéristique. On va filtrer la caractéristique sur notre image. On va regarder à quel endroit est-ce qu'on a, là, par exemple, la caractéristique point dans ce sens-là, ou arc de cercle dans ce sens-là, ou alors yeux, contour, etc. C'est ce genre de caractéristiques-là, par exemple. Voilà. Donc, on obtient des cartes de caractéristiques qui sont des tableaux de pixels, voilà, tableaux de nombres, et dans lesquels on sait si on a ces caractéristiques qui est présente à tel endroit ou pas. Voilà, tout à fait. Donc, si je reprends un petit peu cette explication, mais avec des mots différents, histoire que s'il y en a parmi vous qui n'ont pas tout à fait compris encore, bah, vous ayez une autre façon de l'expliquer. Hein. L'idée, c'est vraiment qu'une caractéristique ou une feature, en anglais, c'est un concept. Hein. Donc, ça peut être le concept, par exemple, de nez ou le concept de chien, ou, comme le disait Gabriel, le concept de courbe un petit peu vers la droite. Et donc, en général, un filtre ou un neurone dans un réseau de neurones, qui soit convolutif ou non, va jouer le rôle d'un extracteur d'une certaine caractéristique, dans le sens où il va détecter à quel endroit dans l'image ou le vecteur d'entrée, eh bien, cette caractéristique est présente. Et ça va nous donner la carte de caractéristique, qui est donc littéralement une carte, qui nous explique en chaque point de l'image d'entrée à quel point la caractéristique est présente. Et par exemple, donc, dans le tenseur de sortie d'une couche convolutive, eh bien, chaque endroit représente en une certaine localisation du tenseur d'entrée quel était le degré de présence de la caractéristique représentée par le filtre. Et donc, par exemple, si vous avez un filtre qui représente un chien, eh bien, vous allez avoir une sorte de heatmap qui va vous dire, en tout point de l'image d'entrée, eh bien, vous pouvez voir ça comme une probabilité, mais ça ne va pas vraiment être entre 0 et 1. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous montrer, est-ce qu'il y avait un chien là? S'il y a marqué moins 30, c'est qu'il y avait vachement pas un chien là. Et s'il y a marqué plus 260, ça veut dire qu'il y avait vachement un chien là. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Donc, à partir de là, carte de caractéristiques. Un autre point qui est important de rappeler et de se remémorer, c'est la notion de champ de perception à une couche donnée. Alors, est-ce que sur le concept de champ de perception, il y a quelqu'un qui veut essayer de me rappeler ce que c'est? Est-ce que ça vous rappelle des choses? Vous l'avez appelé champ récepteur dans la format. Ouais, c'est aussi un synonyme, donc champ récepteur, champ de perception. Oh oui, oui, mais c'est lui, c'est de faire participer, j'ai peur. J'ai pas écrit quoi. Ils sont pas, vous allez pas mal. En vrai, si vous n'êtes pas sur des projets de computer vision, ça suffit. Vous pouvez deviner quand même, enfin, vous pouvez tenter de deviner, il n'y a pas de bonne réponse. Avoir une réponse claire. Ouais, je crois qu'il faudrait expliquer. Ouais. Ok. Désolé Gabriel, juste pour, je ne doute pas que tu saches, dans le but de récupérer un petit peu de temps sur le temps qu'on a perdu au début, je vais balancer directement la réponse. Donc, le champ de perception ou le champ réceptif ou champ récepteur, ça va en fait consister en la taille dans le tenseur d'entrée qui est vu par un pixel du tenseur de sortie d'une couche donnée. Alors, qu'est-ce que j'entends par vu par ici, hein? C'est tout simplement le nombre de pixels qui interviennent dans le calcul d'un pixel donné. Donc, vous vous doutez bien que si on met une image en entrée d'un réseau de neurones convolutif, la première couche, elle va appliquer une convolution à chaque groupe de 3 par 3 pixels, par exemple, et ça va donner un pixel de sortie. Donc, si on utilise une convolution 3 par 3, le champ récepteur du tenseur à la sortie de la première couche par rapport au tenseur en entrée de la première couche, ça va être 3 par 3, tout simplement. Par contre, au fur et à mesure qu'on ajoute des couches, ça va changer. Évidemment, le champ récepteur va augmenter. Pourquoi? Parce que la zone de 3 par 3 du début, elle a servi à faire un pixel, mais c'est 3 de ces pixels qui sont utilisés pour faire un pixel du tenseur en sortie de la couche d'après, et ainsi de suite. Donc plus on avance dans le réseau, et plus chaque pixel
fait intervenir un grand nombre de pixels dans l'image qu'on avait tout au début dans son calcul, ce qui signifie en gros que la complexité des caractéristiques qui peuvent être représentées par chacun des pixels est de plus en plus élevée, puisque la taille des patterns détectés par ces caractéristiques est de plus en plus grande. Voilà. Et du coup, très rapidement, hein, si vous avez suivi, vous devriez être capable de répondre à une question relativement simple, qui requiert quand même d'y réfléchir un tout petit peu, mais allons-y. Hein. Si je mets donc 2 couches de convolution 3 par 3 d'affilée, avec des strides de 1 et tout ce qu'il y a de plus normal, quel est le champ récepteur de la sortie de la deuxième couche par rapport à l'entrée de la première? Même si vous n'êtes pas sûr, allez-y, balancez et puis on en discute. Hein. 9 par 9. 9 par 9, ok. Est-ce qu'on a d'autres réponses? C'était quoi l'image d'origine? Ouais, vous avez des réponses peut-être? La taille de l'image d'origine, elle n'a pas d'importance. C'est en gros, si tu veux, tu as genre, ton image d'origine, tu projettes, enfin, tu fais ta convolution, ensuite tu en fais une deuxième, tu regardes un pixel de cette deuxième convolution, combien de pixels sont entrés en jeu. Voilà, tout à fait. Ok, et les GDA, ça dit quoi? Pour moi, c'est du 5 par 5. Ouais, c'est effectivement ça, c'est du 5 par 5 et non pas du 9 par 9. Alors pour s'en convaincre, hein, c'est tout simplement que si vous prenez 3 par 3 pixels qui sont l'un à côté de l'autre en sortie de la première couche, donc sur le tenseur intermédiaire finalement, eh ben, ils font effectivement chacun intervenir 3 fois 3 pixels dans l'image d'origine, mais ils partagent beaucoup de pixels entre eux, en fait. Donc ces 3 par 3 pixels, c'est pas 9 pixels différents à chaque fois. Donc ça ne va pas vous donner du 9 par 9, hein. Il y a 2 d'overlap à chaque fois, entre chaque pixel. Et si vous comptez quelle serait la taille de l'image qu'il vous faudrait en entrée de la première couche pour obtenir un pixel en sortie de la deuxième, donc ce qui signifie en gros 3 par 3 pixels en sortie de la première, vous allez tomber sur 5. C'est assez facile de s'en convaincre en faisant un dessin. Ok. Et maintenant qu'on a rappelé ces éléments qui sont, somme toute, assez importants, je vais prendre quelques questions s'il y en a, parce que c'est vraiment des éléments fondamentaux qui vont nous aider à comprendre la philosophie derrière le design de chaque chose qu'on va voir aujourd'hui. Et quand on en aura fini avec ces questions, on peut se lancer. Donc n'hésitez pas, s'il y a des choses qui sont encore pas tout à fait claires, on peut revenir sur des choses. C'est beaucoup plus important de s'assurer que ces bases-là soient bien comprises, plutôt que d'avancer dans des choses qu'on comprendra de toute façon pas si on n'a pas ces bases, justement. Ok, on est bon? Ok, si vous êtes sûr, on est reparti. Je remets mes slides. Vous les voyez, c'est bon? Encore une fois, je vois pas, donc il faut que quelqu'un me dise. On voit tes Ouais. slides. Ok, nickel. Et ce coup-ci, on est parti pour de bon. Je clique et on passe au premier CNN qu'on va voir dans cette présentation. Donc là, on est aux humbles débuts. Hein. On est en 2014, en fait. Alors, c'est pas les tout débuts. Avant VGGNet, il y en a un autre qui est célèbre, c'est AlexNet. Mais c'est là que je commence parce que AlexNet, finalement, il n'était pas si impactant que ça sur ce qui est apparu ensuite. Donc, c'est là qu'on commence. Alors, VGGNet, je ne sais plus ce que ça veut dire, hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Ça a été fait par un groupe à Oxford et ça a été l'un des premiers gros réseaux de neurones qui a démontré une certaine puissance de calcul. Donc, on va considérer en entrée une image en 224 par 224 par 3. La raison pour laquelle on utilise cette dimension pour la plupart des exemples que je vais vous montrer par la suite, c'est tout simplement parce que le challenge ImageNet, c'est du 224 par 224 par 3. Et c'est un challenge qui a fait référence pendant une bonne partie de l'histoire de tout ce que je vais vous présenter comme étant un petit peu le benchmark auquel il faut se confronter si on veut présenter des résultats comparables aux autres méthodes. Et donc, avec VGGNet, on en est où? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, une couche de VGGNet, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que signifie cette représentation parce que je vais l'utiliser assez régulièrement au cours de cette slide. Donc, une couche,
C'est donc une couche de convolution, hein, évidemment. On est là dans la formation sur les CNN, donc ce qu'on considère, c'est des couches de convolution. Et en particulier, combien de filtres on a dans une couche de convolution. Pour vous rappeler, les filtres de la couche de convolution, ça équivaut aux neurones dans la couche dense. Des filtres, pour cette première couche, on va en avoir 64. Hein. Chacun de ces filtres va avoir une taille de 3 par 3. Et si vous vous souvenez de votre première formation, vous savez qu'en réalité, ça n'est pas 3 par 3, mais 3 par 3 par 3, parce qu'il y a 3 canaux d'entrée. Mais je ne reviens pas trop là-dessus, parce que c'est plus un détail d'implémentation et on ne va pas en avoir besoin énormément pour cette présentation. Et tout ça, c'est suivi par une fonction d'activation, évidemment, parce qu'il en faut bien une. Et cette fonction d'activation qui est utilisée ici, c'est la fonction relu, que vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'utiliser, hein, qui vaut tout simplement 0 quand l'entrée est négative, et qui vaut l'entrée quand l'entrée est positive. OK. Super, tout ça avec un stride de 1 pour l'instant. J'espère n'avoir perdu personne. Je ne fais que décrire ce qu'il y a dans VGGNet. Ça nous donne quoi en sortie du coup? Ça nous donne toujours du 224 par 224, mais ce coup-ci fois 64, parce que le nombre de canaux de sortie, c'est tout simplement le nombre de filtres dans la couche. Pourquoi est-ce qu'on a du 224 par 224 comme en entrée ici, et non pas une taille réduite? C'est bien évidemment parce qu'on a utilisé ce que vous avez dû voir dans la formation sur les CNN, à savoir le padding, hein, qui consiste à rajouter des zéros autour de l'image, de sorte que l'opération de convolution ne réduise pas la taille du tenseur au cours de l'opération. Bon, donc voilà, ça c'est la première couche de VBGNet. Donc après, la question qu'on peut se poser, c'est comment on continue? Eh bien, on va s'en mettre une deuxième que je vais simplifier juste avec cette petite représentation-là. Donc on a toujours 64 filtres, hein, comme les filtres qu'il y avait ici. Les filtres font toujours 3 x 3, comme ce qu'il y avait marqué ici. Le stride, c'est toujours 1, comme il y avait marqué ici. Et je ne remets pas que c'est de la relue, parce que on va toujours utiliser de la relue, hein, concrètement. Ça ne va jamais changer. Donc ça, c'est notre couche 2. Et la couche 3, ça va être quoi? Elle va être celle-ci sensiblement différente. Ici, on va utiliser du 2 par 2 et non pas du 3 par 3. On va utiliser un stride de 2 au lieu d'un stride de 1. Et on va utiliser non pas des filtres, mais l'opérateur max pooling. Alors, pour rappeler très rapidement, si vous n'avez pas eu le temps de voir, hein, le max pooling, c'est un truc assez trivial, donc si vous ne l'avez pas vu, c'est pas trop grave parce qu'on peut le rappeler ici très vite. En gros, le max pooling, c'est quoi? C'est aussi une opération où on va avoir une fenêtre qu'on va déplacer dans un tenseur d'entrée, comme un CNN finalement, comme une couche de convolution. Simplement, ici, notre taille de fenêtre, le plus souvent, elle va faire plutôt du 2 par 2, c'est d'usage, mais ça peut changer. La taille de stride, elle va souvent être la même que la taille de la dimension d'entrée, hein, pour qu'il n'y ait pas d'overlap en fait. Donc ici, le premier pixel, il vient de cette fenêtre-là, le suivant va être d'ici et le suivant de là. Vous voyez? Et l'opération qui est réalisée, c'est non pas une opération de filtrage, hein, c'est pas une opération de convolution à proprement parler, donc c'est pas une combinaison linéaire, c'est la fonction max tout simplement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder tous les éléments du tenseur qui sont sous la fenêtre et on va regarder quel est l'élément maximal, hein, finalement. Donc ici 0,9, 0,8, 0,5, 0,3, le plus gros c'est 0,9, donc on marque 0,9. Ici 0,2, là 0,7 et ici 0,4. Donc voilà, comme vous le constatez, cette opération-là, elle va réduire la taille du tenseur et pour être précis, elle va diviser ses résolutions spatiales par 2. Donc qu'est-ce qu'on obtient en sortie de ce truc-là? Comme ici, on avait toujours du 64 et que le max pooling conserve le nombre de canaux, on va avoir à la sortie de ce que je vais appeler ici le module 1, un tenseur qui est de taille 112 par 112 par 64. Donc toujours le même nombre de canaux et une résolution spatiale divisée par 2 des deux côtés. Ça, j'ai appelé ça le module 1, et pour cause, on va maintenant dupliquer ce module. Hein. Ce module, on peut le répéter, et c'est ce qu'on va faire par la suite. Donc ici, je ne remets pas les couches, je vous mets juste les tenseurs. Hein. Les deux tenseurs qu'on avait ici, du coup, c'était 224 x 224 x 64. Ici, entre la couche 1 et la couche 2, et là, entre la couche 2 et la couche 3. Ce coup-ci, ce qu'on va avoir dans le module 2, donc on va toujours avoir deux couches de 3 par 3. Ça va nous donner du coup, ce coup-ci, du 112 par 112 par 128. On ne change pas la résolution spatiale parce qu'on a du padding, mais le nombre de filtres, ça va passer à 128 par rapport aux 64 d'avant, donc ça va doubler. Et on va ensuite utiliser du max pooling à la fin de ce module 2
pour obtenir un truc qui fait, du coup, cette fois-ci, du 112 divisé par 2, ça fait 56. Voilà, 56 fois 56 fois 128. Et ensuite, on peut passer au module 3. Ça fait du 56 fois 56. Et on passe au double, encore une fois, de canaux, donc 256 dans le module 3. Max pooling, 28 par 512, et ainsi de suite. Vous avez compris la logique. À chaque module, on va diviser par 2 les résolutions spatiales dans les 2 dimensions. Et on va multiplier par 2 le nombre de canaux. Et donc là, je vous ai tout balancé à la tête, je vous ai fait l'exposition très brutale de finalement, c'est quoi un VGGNet? Maintenant, on va commencer à se poser des vraies questions. Parce que là, je ne vous ai pas expliqué des choses, je vous ai décrit des choses. Pourquoi? Parce que j'ai envie de brainstormer un petit peu avec vous. Et je vais être tout à fait honnête avec vous, la partie, la formation CNN avancée, il y a des fois où elle s'arrête là. On passe tout le reste de la séance en discussion et en brainstorming sur cette architecture. Et je vais vous avouer une chose, c'est pas du tout du temps perdu, parce que ça aide vraiment bien à fixer les idées. Et tout ça, je peux vous le dire en tant qu'ingénieur qui travaille dans la computer vision, c'est vraiment les blocs et les notions de base que vous manipulez quand vous concevez un réseau de neurones dans la vraie vie. Donc c'est ultra important. Et du coup, les questions que je vais vous poser, je vous les pose toutes maintenant, comme ça, si vous pouvez répondre à l'une d'entre elles, vous choisissez votre réponse et vous y allez. Hein. La première, ça va être, pourquoi est-ce qu'on utilise une relue? Pourquoi pas autre chose? D'ailleurs, c'est quoi les autres activations que vous connaissez et pourquoi ici, relue, c'est mieux? Deuxième chose, pourquoi max pooling? Hein. Troisième chose, pourquoi est-ce qu'on divise par 2 la résolution spatiale pour multiplier par 2 le nombre de canaux? Donc on peut voir ça comme 2 questions, d'un module sur l'autre. Voilà. Donc on a ces 3 questions-là qui sont finalement 3 choix de design architectural qui ont été faits dans ce modèle. Et ce que je vous demande, c'est tout simplement de me justifier ces intuitions, de me justifier ces choix architecturaux qui ont été faits. Voilà, donc je vous écoute, vous pouvez répondre à la question qui vous plaît. Donnez-moi des réponses si vous en avez. Encore une fois, là maintenant, je ne vous vois plus. Du coup, en fait, attendez, je pense que si je change d'onglet, vous voyez toujours l'écran. Vous voyez toujours l'écran là? Oui, tout à fait. Ok, nickel, du coup je peux vous voir, c'est fantastique. Du coup, je vous écoute et n'hésitez pas, les GDA, si vous voyez que les GPA galèrent un peu, c'est pas des questions faciles, hein, on va être honnête. N'hésitez pas à voler à leur rescousse. On va commencer par les activations. C'est quoi comme activation à part la relue? La ligue qui relue. La ligue qui relue. Bah super, on est allé la chercher loin celle-là. Bon, la liquide relue. La Swish. Ouais, alors on peut enlever tous les types de relues différentes, hein, la cellule, tous ces trucs-là, c'est bon, on a compris. Est-ce qu'on en a d'autres? L'identité. L'identité. L'identité, ok, c'est valide. C'est facile, mais c'est valide. Sigmoïde et tangente hyperbolique. Ouais, ok. Et puis bon, là on a cité les principales. Ouais. Non? C'était troll, c'était la GLU. Ah oui, ok, ouais, merci. heureusement que tu es là. Donc ouais, il y en a une qu'on n'a pas citée encore. C'était la softmax, mais bon, elle est un petit peu particulière. La softmax, elle est un petit peu moins souvent utilisée. Encore que, hein, maintenant, il y a des transformers partout, donc les softmax en plein milieu des modèles, des fois, il y en a. Ça dépend de l'architecture. Enfin, peu importe. Du coup, pourquoi ici est-ce que... Alors, toute la famille des relus, on va la mettre ensemble, hein, si vous voulez bien. Pourquoi est-ce qu'on utilise relus et pas une autre, par exemple prenons la sigmoïde, vu que sigmoïde et tanache, c'est un peu la même chose en soi, et softmax, ça n'a pas beaucoup de sens ici. Donc, comparons juste relus et softmax. Pourquoi relus, pourquoi pas softmax? Pourquoi pas. Ceux qui sont venus à la formation RNN, normalement, vous devez le savoir. J'en ai parlé dans la. Non, Effectivement, il y a j'en un ai lien parlé avec les RNN. On avait parlé de valeur en sortie. Vous voulez pas? Ouais. Je sais qu'elle était dit dans certains cas, on voulait des valeurs en sortie bornées. Oui. Où là, on utilisait justement le certain âge. Oui. Et que quand on voulait pas ça, justement, on évoluait de Pourquoi on fait pas ça?
Ça, parce que là, ce que tu me dis, c'est pour les RNA de l'IA, on voulait une tendance hyperbolique. Et ensuite, ça posait un autre problème. On ne peut pas essayer de se faire emborder la partie, ça peut être logique de pas faire. C'est pas l'argument fondamental. Non, il y a un autre argument. Je sais pas si la format, mais si on veut faire une image en sortie, par exemple, je sais pas du tout comment ça marche, mais je suppose que chaque pixel a une valeur qui est sa couleur ou pas comme ça. Et comme Voilà, c'est c'est positif, tout à fait on ça. fait quelque chose de négatif, donc on annule les négatifs. Ouais, après, avec une transformation affine, tu peux toujours te Oui, ramener voilà. du 0,250. C'est ça. Et d'ailleurs, en soi, une sigmoïde, c'est entre 0 et 1. On peut très bien se dire qu'on peut normaliser les pixels de notre image entre 0 et 1 et paf, il n'y a pas de souci. Donc non, ça n'est pas ça la raison. Comme disait Paul Arnaud, on a un deuxième argument beaucoup plus clé, beaucoup plus important, qui fait que ça va être un petit peu embêtant ici d'utiliser des sigmoïdes. Et c'est lié, je vous donne un petit indice, c'est lié au fait que les sigmoïdes avant étaient prédominantes et prévalentes en deep learning. Simplement, c'était quand le deep learning n'était pas deep. Autrement dit, c'est quand on n'utilisait que quelques couches. Est-ce que ça vous met sur la voie si je vous dis ça? C'est à cause du vanishing gradient. Ouais, vas-y. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, ce vanishing gradient? C'est juste le fait que les couches antécédentes ont peu ou plus d'influence quand on accumule les couches, parce que avec des coefficients multiplicatifs faibles qui s'accumulent, il y a de moins en moins d'influence, et du coup on contre ça en utilisant la revue par exemple. Alors, quand tu parles de coefficient multiplicatif faible, est-ce que tu peux me préciser très rapidement de quoi tu parles? Ça tient en un mot. Je suis pas sûr exactement moi-même, mais Qu'est-ce qui a un coefficient multiplicatif faible? C'est la dérivée lorsqu'on fait le gradient. Voilà, c'est ça, c'est le gradient. Hein, c'est le gradient du signal. Et ce gradient du signal, c'est le signal d'entraînement qu'on utilise. Et donc, si ce gradient devient très très faible, et en l'occurrence, comme le gradient, ben, vous l'avez vu par la règle de la chaîne, c'est un produit de gradient en fait, il suffit qu'il y ait un gradient dans ce produit qui soit très très faible et on perd tout le signal sur sur toutes les couches qui suivent en fait, ou qui précèdent en l'occurrence. Hein. Et ça, c'est évidemment un gros problème. C'est pour ça qu'on n'utilise plus activation. Donc là, c'est pour ça qu'on n'utilise plus, pardon, sigmoïde. Là, on a l'argument de pourquoi pas sigmoïde. Mais il y avait une deuxième question. La deuxième question, c'était pourquoi relu? Alors, du coup, vous m'avez expliqué pourquoi sigmoïde c'était pas bien. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant pourquoi relu c'est bien? Parce que ça paraît quand même ultra bizarre. Je pense qu'on peut peut-être se mettre d'accord là-dessus. Le truc, il vous prend la moitié du signal entre 0 et moins l'infini et il l'écrase. Tout disparaît. Quand on y réfléchit un petit peu, on perd énormément d'informations là-dedans. Ça peut paraître n'avoir aucun espèce de sens. Donc, la question que je vous pose, c'est pourquoi ça en a en fait? Quand c'est nul, du coup, on jette les données inutiles et après, quand c'est dans la partie positive, on garde les données comme elles nous intéressent. Ok, donc on décide qu'il y a un grand nombre de données inutiles, un grand nombre, genre la moitié, hein, vu que tu jettes la moitié de ton domaine d'entrée. Et tu te dis, ces données-là, on va présupposer que le réseau il est capable d'apprendre que cette partie-là du domaine d'entrée, c'est inutile, et donc on les jette. C'est à peu près ça que tu dis. Hein. À peu près, est-ce que j'allais dans ton sens là en disant ça? Est-ce que j'ai résumé ta pensée à peu près? Ok. Bon, maintenant, petite question subsidiaire, c'est correct, hein, c'est correct. Petite question subsidiaire, qu'est-ce qui vous fait croire qu'il y a tant de données inutiles, qu'il y a tant d'informations inutiles? A priori, on pourrait se dire que c'est important de conserver l'information. Et typiquement, dans certaines tâches, ben, ça va l'être. Imaginez que vous devez faire du débruitage d'images. Ça veut dire qu'en entrée, vous avez une image bruitée et vous voulez une image débruitée en sortie. Donc là, si vous perdez la moindre information, vous êtes mort, parce que le débruitage d'image, c'est le contraire. C'est essayer de garder toute l'information qui subsiste dans la version bruitée de l'image et essayer de reconstituer l'information qui manque, en quelque sorte. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre la moindre information. Donc, typiquement, dans du débruitage d'image, ça aurait très peu de sens d'utiliser des relus dans cette optique-là. Hein. Pourtant, en débruitage d'image, en fait, on en utilise des relus. Bon, alors, c'est quoi la solution à ça, du coup?
Bon, déjà, je vous donne l'argument facile. Hein. Ce que vous pourriez me dire, c'est oui, mais ici, ce qu'on fait, c'est de la classification en fait. Et la classification par nature, c'est un problème qui consiste à détruire de l'information. Parce que ce qu'on a, c'est une image en entrée. Une image, ça peut faire du 1024 par 1024 par 3. Donc, vous avez là-dedans 3 millions d'informations chiffrées. Hein. Et ce que vous voulez en sortie, c'est une information de 1-1 parmi quelques zéros dans un one-hot vector. Donc vous avez détruit énormément d'informations en fait là-dedans. C'est comme quand on dit ouais, faut pas mettre les gens dans des boîtes, ça les réduit. Bah, c'est la même chose ici. Vous mettez des images dans des boîtes, donc vous les réduisez, vous détruisez énormément d'informations. Donc c'est ce que vous voulez faire, détruire de l'information. Il n'y a pas de souci. Vous êtes OK avec ça. Bon, donc j'ai donné la réponse facile. Maintenant, est-ce que vous voyez peut-être un petit indice, peut-être les GDA si vous avez des idées, pour la partie plus difficile de la question, à savoir pourquoi est-ce qu'on peut se dire que même dans le cas du débruitage d'images, ça peut être intéressant d'utiliser une relue. J'aurais une petite hypothèse, mais je suis pas sûr, parce que chaque pixel, il est dans le champ de perception de plein d'autres features, et entre guillemets, il y aurait trop de redondance si jamais c'était jamais écrasé. On a une notion de redondance, ouais, ok. En gros, vu que déjà juste à la première couche, chaque pixel il est vu par 9 features de l'espace latent suivant. Il y a très peu de chances quand même pour que l'information de ce pixel soit écrasée par les 9 en même temps. Alors il y a ça d'une part, hein, mais c'est que, on va dire, sur la bonne voie. C'est pas tout à fait la bonne solution. Mais il y a effectivement une notion de redondance. Simplement, la redondance, elle ne va pas tout à fait s'exprimer dans la manière dont on traite les pixels. Il va y avoir un peu de ça, hein, mais 9, une information x 9, ça reste pas complètement ce qui nous intéresse. Hein. Par contre, un truc qui, elle, est beaucoup plus importante, c'est la redondance de l'information au sein de l'image. Hein. Et la preuve de ça, c'est la compression d'image. On a aujourd'hui des algorithmes de compression d'image qui sont excessivement performants et qui arrivent à compresser des images de manière très impressionnante avec très peu de pertes de qualité visuelle. Et tout ça, ça se repose en général sur une présupposition, hein, un présupposé, qu'on appelle communément en anglais la manifold assumption, donc supposition de la variété en français. Hein. Est-ce que ça vous parle, les GDA? Vous avez entendu parler de la manifold assumption? L'année dernière, quand toi tu nous en as parlé, Ok, d'accord. Donc quand c'était moi, quoi. Ok. Bah concrètement, c'est pas bien compliqué. Hein. C'est un bien grand mot pour dire pas grand-chose, la manifold assumption. Tout ce que ça veut dire, c'est que dans l'espace des images, qui est un espace en énormément de dimensions, on l'a dit, hein, une image en 1024 par 1024, c'est 3 millions de dimensions, donc plutôt grand. Eh bien, en fait, l'ensemble des images réelles qui représentent des éléments réels, elle vit dans une variété de cet espace de très haute dimension. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne sais plus si vous avez fait ce genre de choses en topologie ou non. De mémoire, ça n'est pas fait dans les programmes. C'est juste vu par ceux qui font particulièrement beaucoup de maths. C'est vrai que vous en faites beaucoup des maths ACS, je crois. Mais peu importe, c'est pas nécessairement vu par tout le monde. Donc, une variété, ça va être tout simplement un espace de dimension inférieure qui va être inclus dans un espace de dimension supérieure. Un excellent exemple de variété qui est souvent donné, et donc c'est souvent celui-ci que je donne parce que je trouve qu'il est très parlant, c'est une nappe qui vit dans un espace en 3D. Une nappe, c'est avant tout un espace en 2D, mais vous pouvez le tordre en 3 dimensions de sorte qu'on puisse plus ce soit plus vraiment légitime de le représenter seulement en 2D, mais par essence, l'espace, ça reste un truc en 2D, simplement, vous l'avez tordu dans un espace en 3D. Donc voilà, l'idée de la manifold assumption, c'est de se dire que si vous représentiez les 3 millions de dimensions d'une image en 3D, c'est un petit peu comme si en fait les images réelles que vous pouvez capturer en prenant des photos dans la vraie vie, eh ben, ça ne vivait en fait que dans un sous-espace inclus dans une espèce de feuille tordue dans cet espace en 3D. Et si on applique ça à notre problème initial, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le problème est très, très largement surparamétré. Vous auriez besoin de n'utiliser qu'une faible portion de tous les pixels pour avoir une vue complète à laquelle il ne manque rien
Eh bien, tout simplement de l'image de base. Et ça, c'est en particulier très intéressant pour le débruitage, parce que dans le débruitage, les informations qu'on rajoute, elles sont en général aléatoires, hein. Le plus souvent, ça va être du bruit gaussien ou du bruit de poisson ou ce genre de bruit. Et du coup, c'est pas un composant. Merci Polo. C'est pas un composant. C'est pas un composant d'une image réelle, hein. Et du coup, si vous projetez finalement cette image qui est dans l'espace des images réelles plus un peu de bruit, si vous arrivez à calculer quelle est la variété des images réelles et que vous reprojetez votre image sur cette variété, hein, autrement dit, vous détruisez, qu'est-ce que c'est projeter cette image dans cette variété? C'est détruire toutes les informations qui ne sont pas apportées par des éléments qui correspondent à cette variété, et ben, vous allez retrouver l'image débruitée. C'est un petit peu cette idée-là générale. Et donc, tout ça, si je conclue un petit peu sur ce point de la relue, hein, tout ça, ça nous amène à la conclusion que quand on travaille sur des images, c'est très très fréquent d'utiliser des méthodes qui favorisent la parcimonie dans les réseaux, autrement dit, qui favorisent la destruction de certains signaux, hein. Parcimonie, on a vu ça la dernière fois quand on a parlé de la régularisation, c'est quand on approxime le fait que certains éléments du réseau, ça peut être des poids, ça peut être des activations, eh bien, tombent à zéro, tout simplement. Bon, super, on a vu la relue. Et maintenant, si vous avez bien compris, vous allez pouvoir répondre à la question pourquoi est-ce que le max pooling est intéressant? Parce qu'en fait, c'est le même type d'argument. Donc, finalement, il y a deux parties dans cette question. C'est qu'est-ce que le max pooling vient faire là? Quel est l'intérêt qu'il sert dans le réseau? Et pour servir cet intérêt, pourquoi on utilisait le max pooling et pas autre chose? Alors je suis désolé, j'ai pas entendu du tout. C'est de l'humour. Ok. C'est très pratique comme vue et sans doute pas ça qui est attendu, mais par exemple, moi, quand j'avais fait un CNN, j'avais mis des max pooling en boucle pour réduire le nombre de paramètres de mon modèle parce qu'il était beaucoup trop grand avant. Donc, Bah c'est oui, en fait, c'est ça marche. tout à fait ça, hein. À quoi ça sert dans le modèle? Ça sert tout simplement à réduire la complexité du modèle parce qu'on réduit la dimension spatiale. Voilà. Et ni plus ni moins que ça, j'attendais rien de plus. Mais du coup vient la deuxième question. On pourrait utiliser beaucoup de choses pour réduire la complexité spatiale, hein. Typiquement, vous utilisez des convolutions classiques, vous passez juste le stride de 1 à 2, et paf, ça réduit la complexité spatiale. C'est pas compliqué. Ou alors vous mettez juste pas de padding, et paf, ça réduit la complexité spatiale. Bon, alors dans tout ça, pourquoi le max pooling? Ça permet de garder de l'information, de manière assez fiable, ça permet de garder ce qui est important en la condensant. Enfin, je sais pas comment se passe, c'est qui attendu. Alors donc là, tu te bases sur la présupposition que une valeur importante, c'est une valeur forte. Sur quoi se base cette présupposition? J'aurais dit que les paramètres importants ressortent de l'image, mais c'est pas. Ça me suffit pas. Typiquement, si vous avez une image en RGB, hein, donc vous allez avoir du rouge, du vert, du bleu. Le fait qu'une valeur de bleu soit importante ne me dit a priori pas grand-chose, voire même rien du tout, sur est-ce que le pixel va être sémantiquement important pour comprendre ce qui est représenté par le pixel, hein. A priori, il y a des pixels qui sont noirs qui apportent même beaucoup plus qui apportent même beaucoup plus d'informations. Si on y réfléchit, c'est tout à fait logique que des pixels noirs apportent de l'information, hein, quand on y réfléchit, juste au passage, puisque les pixels noirs, ça indique de l'ombre. Et de l'ombre, c'est souvent dans des replis. Et donc les replis, ça vous permet de savoir où se trouvent les bords d'une forme, hein. Donc en fait, les pixels noirs, c'est super important. Or, ils ont des valeurs très faibles. Du coup, pourquoi max pooling? Ça détruit l'information. Ouais, c'est vrai, ok, t'as suivi, t'as réussi à voir que c'était ça le lien avec la question précédente. Ok, bon, maintenant il nous reste la deuxième partie de la question qui a l'air plus embêtante apparemment, c'est pourquoi la partie de l'information qu'on n'a pas détruite, à savoir le max, bah, pourquoi c'était celle-là qu'il fallait qu'on garde? C'est lié aux cartes de caractéristiques. Ouais, bah ouais. Je répète tout.
c'est lié au quart de caractéristiques. En gros, c'est ce que tu as après avoir filtré ton image, tu as des nombres à la place de chaque pixel qui te disent si ta caractéristique est plus ou moins importante dans ce pixel-là. Et donc, si c'est important, tu as un grand nombre. Et donc, c'est dépendant filtre par filtre, du coup, c'est d'accord quand j'ai filtre. Ouais. C'est pour ça que tu n'as pas de max pooling au début, quoi. Ouais, bah en fait, non, du max pooling, il y en a aussi au début. Simplement, ce que vous n'avez pas compris, c'est que vous m'avez laissé vous embobiner là. Hein. Quand je faisais mon exemple avec le R, le G et le B, ben c'est pas un exemple qui a enfin, c'est pas pertinent en fait pour répondre à la question. C'était ça qu'il fallait voir. Parce que à ce niveau sémantique-là, effectivement, on est à un niveau sémantique où on n'a pas des caractéristiques, l'information n'est pas représentée par des caractéristiques qui ont une quelconque signification sémantique. Donc évidemment qu'il n'y a pas d'information sémantique dans la puissance de présence de ces caractéristiques. Hein, c'est juste normal. Pour l'instant, on n'a pas filtré l'image du tout dans la première couche. Donc, comme on n'a pas passé notre image par un filtrage qui va extraire des caractéristiques sémantiquement importantes pour répondre à la question, c'est tout à fait logique que faire un filtrage en max pooling, ça n'ait aucun sens à cet endroit-là. Par contre, au bout de quelques couches, eh ben, ce sera effectivement intéressant de savoir pour chaque filtre à quels endroits de la carte de caractéristiques eh bien, l'information contenue par ce filtre était intéressante. Hein. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que la raison pour laquelle on a vraiment cette distinction très brutale entre le premier tenseur, l'image, donc, et après la première couche, c'est que entre les deux, vous avez explosé le nombre de canaux. Et donc, ces informations qui avant étaient contenues dans des caractéristiques de valeur faible, c'est-à-dire le rouge, le vert et le bleu, autrement dit, le fait que quand ce soit faible, ce soit quand même important, eh ben, c'était en fait de l'information qui était compressée dans ces trois canaux de base que vous avez explosé entre beaucoup plus de canaux, 64 en l'occurrence. Et dans ces canaux, on peut effectivement supposer, après même un petit nombre de couches, que effectivement, ce sont les informations les plus importantes que l'on veut garder. Ça paraît clair? Ok, nickel. Au passage, petite question subsidiaire, encore une fois, si ça vous amuse. Je ne vais pas y répondre, malheureusement, parce que j'ai pas le temps. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez y réfléchir. L'opération max, en fait, je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte, mais ce n'est pas dérivable. Voilà. Donc, vous pouvez vous poser la question de comment est-ce qu'on fait pour rétropropager un gradient par rapport à ce truc. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ça. Et on va passer à la slide d'après. Ah non, pardon, il me restait une troisième question. Pourquoi est-ce qu'on divise la résolution spatiale par 2 à chaque fois et on multiplie par 2 le nombre de canaux? Alors, c'était la question la plus simple des trois. Donc, je pense que ça devrait être assez facile de répondre. Je vous demande juste une intuition assez haut level. On a déjà vu que réduire la dimension spatiale, c'était assez simplement lié à une simple question de complexité. Hein. Mais on a aussi de bonnes raisons de penser que c'est intéressant de réduire cette résolution spatiale. Qu'est-ce que j'entends par intéressant? J'entends on s'en fiche pour répondre aux problèmes posés de résoudre cette résolution spatiale. À vrai dire, c'est même intéressant de le faire, c'est même bien. Donc pourquoi? En fait, c'est la question que je vous pose. On n'explique pas pourquoi le faire par 2 et puis itérer avec plein de enfin, puis le faire d'un seul coup. Alors encore une fois, je suis vraiment désolé, mais je peux t'entendre que très difficilement. Donc Polo, a priori, ou Gabriel, si vous avez entendu la réponse et que vous pouvez lui dire si c'était ça ou pas. Ce qu'il a dit, c'était que c'était pour faire de la classification. Du coup, à la fin, tu faisais un flatten et c'était bien de diminuer la résolution spatiale, mais ça ne répond pas à la question de pourquoi est-ce que tu augmentes aussi le nombre de panneaux. Ça répond pas. Ça répond un petit peu dans une certaine manière. Hein. On voit bien que tout à la fin, on n'a plus envie d'avoir des informations spatialement situées dans l'image. On a envie d'avoir l'information de ce qui était dans l'image. Ça, c'est une information globale, non locale, souvent on l'appelle plutôt. Hein. Donc ce qu'on veut à la fin, c'est du non local. Donc ça fait du sens de diminuer la résolution spatiale au fur et à mesure parce qu'on sait qu'on veut évoluer vers un truc où la résolution spatiale disparaît. Et d'une certaine manière, c'est ce qui était présent dans ta réponse quand tu as dit l'objectif à la fin, c'est de flatten. Donc ça, c'est correct, effectivement. Maintenant, du coup, pourquoi est-ce que à mesure que l'on divise par 2
la résolution spatiale, ça fait sens de multiplier par 2 le nombre de canaux. Et encore une fois, là, diviser par 2, multiplier par 2, les valeurs, les facteurs n'ont aucun sens. Hein. Je vous demande juste pourquoi ça fait du sens finalement d'augmenter le nombre de canaux quand on diminue la résolution spatiale. On pourrait dire que vu qu'on veut un truc qui va être précis à la fin, il faut un maximum de filtres pour avoir une réponse la plus précise possible. Or, si on met trop de filtres trop tôt, on va avoir une quantité de calcul démentiel à faire à cause de la taille de l'image, et que le plus on réduit la taille de l'image, le plus on va pouvoir se permettre de mettre des filtres sans avoir un temps de calcul qui explose. C'est correct. Et il y a aussi une certaine logique quand on y réfléchit. C'est qu'au départ, on se rappelle, on n'a que 3 features. Okay, et donc, le filtre, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, les premiers filtres, ils vont calculer des combinaisons de ces features qui donnent des éléments intéressants. Typiquement, des combinaisons de 3 par 3 pixels qui nous indiquent s'il y a une bordure à tel endroit. Mais des combinaisons d'un petit nombre de features, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y en a quand même plus que de features. Donc une combinaison de tous les trucs qu'on peut faire dans 3 par 3 pixels sur 3 canaux, il va y en avoir un certain nombre, n, et ce n va être assez petit, mais plus grand que 3. Et quand on va passer à la couche suivante, les features qui vont être calculées à la couche suivante, c'est des features qui calculent des combinaisons des features précédentes. Donc le nombre de combinaisons de n, là tout de suite on a explosé, hein, c'est beaucoup plus élevé. Et donc il est logique de se dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans le réseau, eh ben, on veut prendre en compte cette augmentation du nombre de combinaisons possibles des features précédentes par une augmentation du nombre de canaux. Hein. Ça a une certaine logique et c'est comme ça que je l'explique en général. On peut aller plus loin dans le raisonnement, mais je pense que vous avez compris le concept. Et comme ça fait déjà à peu près 45 minutes qu'on en parle, je pense que je vais passer à la suite parce qu'il y a quand même un certain nombre d'autres architectures que je vais vous montrer qui sont tout à fait passionnantes et assez importantes pour la compréhension de l'histoire du CNN dans son intégralité. Donc je vais passer à la suite, mais j'espère en tout cas que ça vous a intéressé de réfléchir un petit peu aux différentes notions qui animent en quelque sorte les chercheurs quand ils conçoivent leur réseau de neurones. C'est vraiment le genre de réflexion que vous devez avoir quand vous réfléchissez à pourquoi est-ce qu'un réseau de neurones fonctionne ou ne fonctionne pas. Voilà. Donc, ceci étant dit, je passe au deuxième réseau de neurones que je vais vous montrer ce soir. Il est un petit peu plus vieux que VGGNet, mais pas beaucoup plus. On est maintenant en 2015 avec le réseau Inception. Et le réseau Inception, il est basé sur une constatation à cette époque qui était que plus on va profondément dans un réseau, et mieux c'est. Hein, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé Inception, hein, c'est en référence au même We need to go deeper. C'est littéralement ça, il n'y a pas d'autre explication à chercher. Voilà. Et du coup, la question qu'on peut se poser ici, c'est quel était le problème? Les gens se rendent compte que c'est mieux de faire des réseaux plus profonds. Bon, bah, ils n'ont qu'à faire des réseaux plus profonds. On va nous faire chier non plus. Et en fait, si. Parce que les réseaux profonds, ça fait chier. Pourquoi ça fait chier? Pour une raison qu'on a déjà évoquée, en fait, c'est que tout simplement, plus on va profondément et plus on perd du gradient. Et même si on utilise des relus, c'est bien beau de ne pas utiliser de sigmoïdes, mais on va avoir tendance à vouloir que les poids, eux aussi, aient des valeurs faibles. C'est ce qu'on a vu quand on faisait la régularisation la dernière fois. Hein. On obtient de manière générale un problème qui est mieux posé, des matrices de poids qui sont mieux conditionnées, pour plein de raisons théoriques, c'est mieux d'avoir des poids faibles. Et le réseau de neurones va tendre vers des poids qui sont faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous enchaînez les couches, eh ben, vous allez enchaîner des couches de poids qui sont faibles. Et donc, vous allez multiplier par le poids à chaque fois que vous rétropropagez votre gradient. Et vous allez multiplier par des trucs de plus en plus petits. Donc, ça va tout simplement faire de la disparition de gradient naturelle, même sans opérateur qui favorise cette disparition de gradient. Et ça veut dire que dès que vous dépassez une vingtaine ou une trentaine de couches, si vous ne faites rien, ça va devenir très difficile d'entraîner votre réseau de neurones. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà fait des expériences dans cette direction, mais si vous avez expérimenté avec des architectures de type VGGNet ou avant, c'est ce que vous avez dû constater que juste ça ne s'entraîne pas, hein, ça ne marche pas. Bon,
Alors, les chercheurs se sont penchés sur la question et ceux qui ont fait Inception, c'était chez Google, by the way. Ils ont trouvé une potentielle solution qui n'a pas totalement résolu le problème. La solution définitive au problème, on la voit sur la slide d'après. Cette solution, c'est tout simplement de simuler une profondeur plus grande que la profondeur réelle en utilisant moins de couches. Bon, alors comment ils ont réussi à faire ça? Si on regarde, hein, ils ont utilisé la même architecture que VGG dans le sens où on a bien une suite de modules, donc un module 1 avec un downsample. Downsample, ça veut dire réduire la dimension spatiale, hein, pour ceux qui ne sont pas sûrs. C'est très souvent utilisé dans la littérature, donc rappelez-vous de ce mot. Puis module 2, downsample, module 3, downsample, etc. Jusqu'au dernier module qu'on veut. Après, on met une couche dense et c'est bon. Ça, c'est VGG. Ben, il se trouve que Inception, c'est aussi ça, simplement, ce qu'il y a dans le module. On va voir que c'est légèrement différent. Alors, si on considère une entrée qui est un tenseur de taille n par n en spatial par k canaux, et que en sortie, on a du n par somme de k. Alors, je ne détaille pas ça pour l'instant, vous allez voir pourquoi on appelle ça somme de k plus tard. Hein. Comment est-ce qu'on va faire pour passer de l'entrée à la sortie? D'habitude, dans une couche normale, on ferait juste une convolution avec un filtre de taille 3 par 3 qui contiendrait K3 canaux, hein, et ça nous donnerait du coup en sortie du n par K3. Et bien, ce qu'ils ont eu l'idée de faire dans Inception, c'est tout simplement de combiner en parallèle des couches qui ont des champs de perception différents. Donc en l'occurrence, ils ont mis une couche avec un filtre 1 par 1, une couche avec un filtre 3 par 3 et une couche avec un filtre 5 par 5. Voilà. Et donc, tout ça, ça leur permet quoi? Ça leur permet de simuler un plus grand champ de perception en utilisant une seule couche. Voilà. Et ça, c'est pas mal, parce que pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une grande profondeur dans un réseau dense? Eh bien, la première raison, c'est tout d'abord qu'il faut effectuer un certain nombre de calculs après avoir atteint un champ récepteur suffisamment grand pour englober toute l'image d'entrée. Autrement dit, il faut attendre que chaque pixel dans le tenseur qui entre en entrée d'une couche ait suffisamment d'informations et suffisamment de contexte, et il faut process tout ça pendant un certain nombre de couches, encore une fois, après qu'on ait atteint ce moment-là. Et donc, cette architecture-là permet d'atteindre ce champ récepteur maximal, ou ce champ récepteur, ou en tout cas idéal pour la tâche donnée, d'autant plus rapidement qu'on augmente la taille des filtres sur une certaine couche. Alors au passage, pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas ça tout le temps, hein? On peut se poser cette question. Tout simplement pour une question de capacité de calcul, hein. Les filtres 5 x 5, ça prend plus de paramètres que d'enchaîner deux couches 3 par 3. Et pourtant, c'est le même champ récepteur. Donc faire ça, c'est beaucoup plus gourmand. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait ça, mais on utilise un nombre de canaux K5 qui est bien inférieur à ce qu'on utiliserait d'habitude, et on compense en utilisant des canaux des autres champs récepteurs. Voilà. Et alors, vous voyez que j'ai laissé un petit peu de place sur la droite. Ce n'est pas un problème de design dans ma slide, c'est parce qu'il y a en fait une quatrième voie parallèle. En fait, ils se sont dit, ouais, max pooling, ça a l'air de bien marcher en général pour traiter des images. Donc, on va se faire un autre passage parallèle qui utilise du max pooling. Alors ici, c'est pas du max pooling comme on en a vu avant, c'est pas du 2x2, c'est du 3 par 3 et il n'y a pas de stride parce que l'objectif, c'est évidemment pas de changer la dimension de n. Hein. On ne veut pas changer n vu qu'on va vouloir concaténer tout ça. Hein. C'est ça la somme des k, c'est k1 plus k3 plus k5 plus k. Et voilà. Tout simplement, on ne veut pas changer n, donc on ne veut pas que ça nous change notre dimension. Ok, maintenant que je vous ai montré tout ça, je vous pose la question qui tue. C'est quoi le problème? Pourquoi là, quand j'ai fait ça, j'ai pas fini ma slide et il y a encore une animation après? Pourquoi ça, si vous faites ça, ça va sacrément pas marcher du tout? Enfin, sacrément pas marcher du tout. Plutôt, vous allez jamais réussir à le faire tourner. Je vous donne un indice en disant ça. Ça parallélise mal, non? Alors, qu'est-ce que tu entends par ça? Bah, tu fais des couches avec des. Je sais pas.
C'est-à-dire, vu que ton kernel il change de taille, ça risque de poser des problèmes, enfin, genre, de ralentir les calculs, mais je sais pas. Alors ouais, non, j'imagine qu'effectivement, ça doit pas être hyper fastoche à optimiser sur le GPU, ce genre de calcul, mais c'est pas ce que j'attends ici. Il y a un problème beaucoup plus emmerdant. Euh, Est-ce que c'est un truc du style que les informations de chacun des blocs, là, K1, K3, K5 et K, ils représentent pas la même chose? Et du coup, ils ont. C'est lié à ça, mais c'est pas C'est un peu ça le bizarre de les problème. concaténer. Parce qu'en les concaténant, tu leur donnes un peu, entre guillemets, la même importance. Non, pas tout à fait. Justement, c'est le fait de les concaténer qui prend en compte le fait que c'est différent. Si on les avait sommés, là, ça aurait été terrible, parce qu'on aurait sommé des trucs qui avaient rien à voir. Ok. Mais là, on les concatène et c'est justement pour prendre en compte cette différence. Mais tu es sur la bonne voie parce que c'est justement parce qu'on les concatène, parce que c'est différent, que le problème survient. Si on pouvait les sommer, il n'y aurait pas de problème. Bah, ça explose en termes de cas, quoi. Bah ouais, c'est ça. Hein. On rappelle le max pooling, ça conserve le nombre de canaux. Hein. Donc ça veut dire que notre nombre de canaux en sortie, c'est au moins K plus K1 plus K3 plus K5. Et max pooling, c'est un truc qui détruit de l'information. C'est pas un truc qui processe de l'information. Si vous voulez avancer dans votre processing de l'information, il faut que K1 plus K3 plus K5, ce soit quand même respectable, quoi, comme nombre de canaux. Et du coup, si c'est respectable, si c'est à peu près de l'ordre de grandeur de K, hein, ça veut dire qu'on double le nombre de canaux à chaque couche. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà testé un petit peu, expérimenté avec des réseaux de neurones, doubler le nombre de canaux à chaque couche, vous n'allez pas en faire beaucoup des couches avant avant de plus être capable du tout d'entraîner votre machin. C'est juste pas envisageable de doubler votre nombre de canaux à chaque couche. En général, on va mettre plusieurs couches par module et on va doubler le nombre de canaux à chaque module. Bon, du coup, c'est un peu un problème parce qu'on a vu que ça simulait plus de couches. En fait, ça simule quoi? Ça simule 2 couches. Mais si au bout de 5 couches de ce genre-là, ben, on est déjà plus capable de supporter la complexité, ben, ça nous fait une belle jambe d'avoir réussi à simuler 2 couches parce que du coup, on simule 10 couches. Et on n'est pas beaucoup plus avancé. Bon, du coup, il y a un petit trick qui va nous permettre d'améliorer ça. Et ce petit trick, ça va être aussi l'un des gros trucs que je vais vous demander de retenir de cette session, parce que c'est juste, ça change la vie en fait. C'est l'un des outils les plus versatiles qu'on ait pour designer des réseaux de neurones convolutifs. Ouais, Polo, tu voulais... C'est la pointwise convolution. Oui, merci Polo. Alors attends, tac, voilà, la pointwise convolution. Alors qu'est-ce que c'est que ce nom barbare? Ce nom barbare, c'est le nom d'une convolution avec un filtre 1 par 1. Alors là, vous pouvez vous demander, mais what the fuck, pourquoi est-ce qu'on utiliserait un filtre 1 par 1? D'ailleurs, c'est peut-être déjà ce que vous vous êtes demandé quand je vous l'ai montré ici. Parce que quand on y réfléchit, hein, à la base, pourquoi est-ce qu'on utilise une convolution? Pour mettre en commun, pour corréler des informations d'un voisinage de pixels. Je ne sais pas vous, mais le voisinage de 1 par 1 d'un pixel, ça me paraît pas hyper intéressant en termes d'information spatiale. Hein. En fait, c'est pas un voisinage, c'est juste le pixel. Donc en fait, ce que vous faites là, c'est des combinaisons linéaires des canaux. C'est ça ce que vous faites, c'est tout. Et bien, pourtant, il s'est avéré que ce petit outil, c'est un outil extrêmement pratique et versatile qui va vous permettre de changer le nombre de canaux. Bah oui, parce que c'est ça en fait, ça fait des combinaisons linéaires des canaux. Ça vous fait que vous allez juste combiner des canaux entre eux pour changer leur nombre. Et comment est-ce que vous allez combiner ces canaux entre eux? C'est l'apprentissage du réseau de neurones qui va le faire pour vous, tout simplement. Et donc, finalement, quand on y réfléchit, pour manipuler le nombre de canaux qui arrivent ou qui sortent d'une couche, c'est extrêmement pratique. Et c'est exactement ce qu'on veut faire ici. On veut réduire le nombre de canaux qui sort de cette partie-là, c'est le principal. Hein. En soi, le seul truc dont on a besoin ici, c'est notre n par r, avec r le facteur de réduction, pour pouvoir changer ici ça en r et que notre somme ici soit égale à k à nouveau. Comme ça, on n'a pas d'explosion, ou en tout cas d'un truc pas trop plus grand que k. On en a rajouté aussi 2 ici. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est tout simplement que, on l'a vu, cet opérateur-là, il est assez gourmand. Cet opérateur-là, il est un peu gourmand. Donc, réduire un petit peu le nombre de canaux d'entrée de K à R en entrée, c'est plutôt pratique. Hein. Ça permet de réduire, en quelque sorte, l'overhead qu'on ajoute quand on combine nos 2 couches en une seule. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qu'on vient de dire là? Est-ce que ça vous paraît clair, tout ça? Tout ça, c'est juste pour éviter le vanishing gradient, c'est ça? Alors, le concept général de Inception, c'est de combiner 2 couches en une seule pour éviter le problème du vanishing gradient. Hein, c'est l'idée. Et pour contrer les problèmes de complexité, eh ben, on utilise ce dispositif de branche en parallèle couplé à des pointwise convolutions qui nous permettent tout simplement d'avoir une complexité beaucoup plus acceptable malgré le fait qu'on ait combiné 2 couches en une et donc qu'on doive utiliser un champ récepteur plus large. D'accord. C'est clair? Oui, mais du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ça et pas juste un LSTM alors que ce serait, enfin, paraîtrait plus simple d'utiliser un LSTM qui est plus adapté pour contrer le problème que de faire tout ça. Est-ce qu'il y a un problème insurmontable avec les LSTM ou est-ce que c'est dû à des problèmes spécifiques? Enfin, pourquoi? Eh bien, écoute, je vais te retourner la question. Pourquoi est-ce que tu penses qu'utiliser un LSTM dans ce cas serait pertinent? J'en sais rien, mais c'est juste que ce que généralement on m'a dit de faire pour l'instant quand j'avais des problèmes de type vanishing gradient. Eh bien, je pense, si je ne m'abuse, qu'on t'a dit ça dans un contexte bien précis, qui est le contexte de données temporelles. Hein. Ici, on parle d'image et donc on n'a pas de dimension temporelle du problème. Et par conséquent, c'est pas le long de cet axe temporel qu'on va avoir une disparition de gradient. C'est bien le long d'une couche à l'autre du réseau de neurones. Hein. Ce serait un petit peu équivalent à s'il y avait du vanishing gradient entre plusieurs couches de LSTM superposées. Mais en général, quand on fait des réseaux récurrents, des couches de LSTM superposées, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a 2 ou 3, mais ça s'arrête assez vite. Hein. Donc, on n'a pas. C'est la disparition du gradient ne s'effectue pas sur le même axe, en fait. Et du coup, l'outil des LSTM, qui est vraiment designé à la base pour s'occuper de cet axe temporel, malheureusement, au-delà de ne pas être pertinent, n'est pas applicable ici. D'accord. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Moi, j'aurais aussi une question juste pour revenir sur la pointwise convolution. Ouais. Si j'ai bien compris l'explication, c'est qu'en fait, on multiplie avec un filtre un par un qui permet d'une façon ou d'une autre de réduire le nombre de filtres en entrée, donc le nombre de canaux, et d'avoir du coup une complexité plus acceptable. Mais ça me semble un peu contre-intuitif de supprimer des canaux en entrée quand du coup on cherche à augmenter justement la précision du modèle. Je suis pas sûr de comprendre comment c'est pas contre-productif. Alors, ça, je peux expliquer. En gros, l'idée, c'est que on veut effectivement améliorer la capacité du modèle. Hein, mais la capacité du modèle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'on est d'accord. La capacité du modèle, ça contient énormément de concepts différents. Et plutôt que de parler de capacité du modèle, je vais préciser un petit peu le discours en s'intéressant plutôt à la capacité du module ou de la couche. Hein. Si on prend toute cette couche-là, quelle est la capacité de cette couche? La capacité de cette couche, elle peut être mesurée de plusieurs manières différentes. Hein. Tout d'abord, on va avoir sa largeur. Sa largeur en général, pour une couche habituelle d'un réseau de neurones, ça va être son nombre de filtres. Donc ici, son nombre de filtres, il est un petit peu bizarre parce qu'il change en fonction de là où on est, mais je pense qu'on peut dire que c'est plus ou moins la somme des cas en sortie. Et il se trouve qu'à certains moments de la couche, ça se rétrécit, ça se réélargit, mais au final, la capacité de la couche, c'est plus ou moins la somme des cas. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, autre indicateur de la capacité d'une couche, c'est, on l'a dit, son champ récepteur. Autrement dit, quel est son champ récepteur en entrée et à quel point son champ récepteur évolue en sortie par rapport à l'entrée. Ça, c'est une deuxième chose. Et enfin, un troisième indicateur de la capacité de cette couche, ça va être sa capacité à faire évoluer la signification sémantique des caractéristiques selon lesquelles elle va représenter l'information par rapport aux caractéristiques selon lesquelles l'information est représentée en entrée. Donc on peut dire que c'est un petit peu ces trois choses-là, avec la largeur qui est un petit peu la bandwidth, hein, la bande passante, la quantité d'informations différentes qui peuvent être représentées en parallèle, le processing qui indique à quel point on a progressé dans notre représentation de l'information, et le champ récepteur qui indique à quel point on a progressé dans la non-localité de la représentation de l'information.
Bon. Quand tu parlais dans ta question de capacité, je pense que ce à quoi tu faisais référence, c'est plutôt la capacité de processing et probablement de manière liée, la capacité de champ récepteur. Et ça, on voit bien qu'effectivement, notre objectif, c'est d'augmenter les deux en même temps. Parce que pourquoi c'est bien d'avoir des réseaux profonds? Parce qu'on veut rapidement augmenter le champ récepteur, puis rapidement et efficacement process. Et on voit que pour faire tout ça, d'habitude, on a besoin de trop de couches, et donc on voit apparaître du vanishing gradient. Or ici, là où on fait des compromis en quelque sorte, c'est sur la bandwidth, c'est sur cette troisième forme de capacité. Et donc, on se rend compte qu'effectivement, ici, factuellement, quand on teste, ça fonctionne. Et donc, on voit qu'on avait effectivement un peu plus de bandwidth que ce dont on avait besoin, en tout cas à certains endroits, parce qu'on ne l'applique pas partout, hein, comme on le voit ici. Et donc, on voit qu'on est plus ou moins justifié dans ce choix, cette espèce de compromis entre différentes formes de capacité pour les couches. Voilà. Est-ce que ça paraît plus clair? Merci. D'autres questions? Ok, super. Alors, il est déjà tard, j'ai encore beaucoup de modèles à vous montrer, mais pour l'instant on va en faire un et puis après on va faire le point et on verra si on se laisse là. Je pense qu'on va probablement se laisser là parce qu'il sera plutôt tard, mais je ne peux pas vous laisser avant de vous l'avoir montré parce que si vous ne connaissez pas ça, et il y en a probablement parmi vous déjà certains qui le connaissent, parce que c'est super important tout simplement et vous avez probablement rencontré ça quand vous vous êtes baladé sur les internets. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous ne pouvez pas sortir de cette salle sans connaître parce que c'est probablement l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire du deep learning. J'avais l'habitude de dire ça, mais maintenant c'est peut-être plutôt les transformers. C'est comme ça, hein, les temps changent. Mais en tout cas, c'est l'une des plus importantes. À ce jour, je pense que c'est un papier qui a à peu près 150 000 citations. Je ne sais pas si vous avez à peu près des notions de combien de citations c'est un bon papier, mais 150 000, c'est ahurissant concrètement, hein. Et c'est pas pour rien, hein. On va voir. Cette architecture, c'est ResNet. Et pourquoi ResNet, c'est beaucoup plus puissant que vous? Eh bien, c'est parce que ResNet prend le problème de la disparition du gradient, le met à la poubelle et on n'en entendra plus parler. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tout simplement une révolution quand ça sort. C'est le premier réseau qui va dépasser les 100 couches, alors qu'avant lui, donc on est en 2015-2016 hein, pour ResNet, plutôt 2016, avant lui, les réseaux de neurones les plus grands, c'était 30, parfois 40 couches. Donc on a plus que doublé la profondeur des réseaux de neurones, ce qui est, on l'a déjà vu, stratégiquement déterminant pour leur performance. Bon, alors comment ça marche? Comment fait-on pour faire ce grand pas en avant de l'histoire du deep learning? Alors ça va être un petit peu comme avant, on va avoir une couche qui est sensiblement différente de la couche convolutionnelle conventionnelle, hein. On va avoir un petit twist. Comme toujours, on a toujours du n fois n fois k en entrée, du n fois n fois k en sortie. On ne veut pas, dans notre couche convolutive, changer les dimensions. On a évidemment toujours un canal qui fait du n fois n fois k, et on voit que l'idée de canal était apparemment pas si mauvaise que ça, hein, chez Inception, mais ils sont passés à un doigt, juste à ça, d'avoir la révolution qui a tout changé, mais ils l'ont pas eu. Ceux qui l'ont eu, c'est ResNet, et la révolution, c'est ça. Voilà. Alors, si vous ne connaissiez pas ResNet avant, ça peut peut-être vous paraître trop simple, ça peut vous paraître bizarre, voire ça peut vous paraître n'avoir absolument aucun sens. Et je ne vous en blâmerai pas, parce que quand on ne connaît pas, effectivement, ça n'a aucun sens. Alors, voyons pourquoi ça a du sens et pourquoi non seulement ça a du sens, c'est du génie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? En fait, ce qu'on fait, c'est que on prend notre entrée qui est un tenseur n par k, on le processe par notre convolution 3 x 3, en sortie ça nous donne n par k, et on somme l'entrée et la sortie, et ça nous fait la sortie générale. Alors, première question facile, pourquoi est-ce que quand on fait ça, on n'a plus de vanishing gradient? J'essaie d'expliquer clairement, c'est que vu qu'ils sont une accès direct, en fait, ça ne va pas être soumis aux opérations de dérivation. Et donc, du coup, ça permet d'avoir une propagation qui est assurée par ce canal direct
et qui du coup n'est pas soumise aux dérivations successives qui font la descente du gradient. C'est un petit peu l'idée, hein. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc ce que vous avez là, ici, ce truc qui passe de l'entrée à la sortie, c'est une autoroute pour les gradients. Il passe sans être affecté de la sortie à l'entrée. Et comme vous allez avoir sur toutes vos couches pratiquement des trucs comme ça, bah, votre gradient, il va remonter le réseau inchangé, à part que vous allez lui ajouter des petits trucs qui viennent de là, mais vous n'allez pas significativement perdre en puissance du signal, vu que le signal va aussi passer par là. Bon, et ça, vous reconnaissez sans doute le concept du LSTM, c'est la même idée. Dans un LSTM, vous avez aussi une autoroute pour le gradient, et on va juste venir ajouter des choses. Alors en l'occurrence, pour le LSTM, il y a un petit i qu'on va multiplier par un facteur, etc. etc. Mais l'idée, c'est que ce facteur, il est bénéfique pour notre flot de gradient. S'il est large, ça veut dire qu'on veut que le gradient passe. S'il est faible, ça veut dire qu'on ne veut pas que le gradient passe. Donc c'est bien. Dans l'idée, c'est vraiment la même idée, c'est que le gradient ne soit pas perturbé par le fait qu'on ait besoin d'empiler des couches, sauf si c'est pertinent. Bon, donc là, on a vu pourquoi ça résolvait le problème des vanishing gradients. Maintenant, la question, c'est pourquoi ça marche. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui se rendent compte de pourquoi, a priori, on pourrait se dire que ça ne marcherait pas? Ouais, vas-y. Bon, ça pourrait ne pas beaucoup modifier les données pour avoir les données sorties qui seraient presque une copie des données d'entrée avec un tout petit truc qu'on ajoute au-dessus, mais Alors ouais, déjà, et on se rend bien compte que si on empile beaucoup de couches comme ça, si on présuppose que notre couche transforme significativement, donc ajoute beaucoup de choses à nos données d'entrée, ben on peut avoir une explosion des valeurs dans le tenseur au fur et à mesure, parce qu'on va utiliser du relu. Donc le relu, il n'est pas saturant, ça veut dire que vous allez avoir des nombres aussi grands que vous voulez en sortie. Et donc, on peut s'imaginer effectivement que soit ça fait pas grand-chose, soit si ça commence à faire quelque chose, ça pourrait exploser. Ok? Un bon point. Polo, je pense que tu peux reprendre ton point de tout à l'heure et l'adapter à ce qu'on a là. Mais du coup, en sommant tes deux tenseurs, là, tu les traites de la même façon, c'est bizarre. Eh bah oui, c'est bizarre. Pourquoi on n'a pas concaténé On avait dit que c'était pas bien de sommer là. Merci Polo, c'est gentil, tu veux le jeu. C'est rien. Bon, effectivement, on a ici un réseau de neurones qui ne fonctionne plus du tout de la même manière que les réseaux de neurones qu'on a vus précédemment. Donc les réseaux de neurones qu'on a vus précédemment, on a dit, ça ressemblait à ça. Dans un module, ou plutôt, disons, dans une couche, on a vu que ce qu'on pouvait intuiter quant à la signification des filtres, c'est que ces filtres extrayaient des caractéristiques qui étaient différentes des caractéristiques précédentes, qui avaient une autre signification. Par exemple, vous avez en entrée des parties du corps et vous avez en sortie quel animal c'était. Et en fonction de quelle partie du corps il y avait, ça vous dit quel animal c'est. Et que comme ça, on avait une représentation du tenseur qui est tout en entrée, qui se transformait petit à petit pour pour être exprimé selon des vecteurs propres plus expressifs. C'est une autre manière de dire pour être exprimé selon des caractéristiques de plus en plus sémantiquement pertinentes pour résoudre notre problème. Ben oui, mais tout ça, ça n'a absolument aucun sens dans le cadre du ResNet. Voilà. Pourquoi? Parce que vous prenez les éléments sémantiques d'entrée, donc des parties du corps dans notre métaphore, vous les transformez en combinaison de ces entrées pour obtenir des éléments qui représentent sémantiquement autre chose, et vous sommez le tout, donc ça n'a absolument aucune espèce de sens. Donc, toutes les intuitions qu'on s'est faites juste ici sur comment fonctionne un réseau de neurones convolutifs, bien que, bien sûr, ce ne soit que des intuitions, et rien ne nous dit que le réseau de neurones fonctionne réellement comme ça, il n'empêche que toutes ces intuitions, vous pouvez les prendre, les jeter à la poubelle, ça ne marche plus. Bon, et bien du coup, le problème, ça devient comment est-ce qu'on peut concevoir le fonctionnement de ce réseau de neurones, puisqu'avant, on pouvait se rattacher à cette métaphore bien agréable de voir la représentation qui s'améliore et qui s'affine au fur et à mesure avec des combinaisons de canaux et tout, et c'est super cool. Là, on peut plus.
on a perdu nos béquilles, il faut trouver autre chose. Et c'est ce que je veux vous expliquer pour clore cette présentation. Alors, de manière générale, on va changer de manière de concevoir le problème. On a toujours en entrée un truc en M par 3 canaux. Et en sortie, bon ben voilà, ici c'est du x1000 parce qu'il y a 1000 classes dans ImageNet, mais c'est votre nombre de classes hein, concrètement. Et ce qu'on va faire dans ce ResNet, hein, ResNet ça veut dire quoi? Ça veut dire Residual Neural Network, donc réseau de neurones résiduel. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ce que je vais appeler pour l'instant un passage dans l'espace résiduel, ce qui vous paraît extrêmement vague et vachement pipeau, mais c'est pas grave, je vais vous expliquer plus tard ce que ça veut dire. Imaginez-vous juste que, en gros, souvent, ce passage dans l'espace résiduel, soit ça va être rien, donc une fonction identité, soit ça va être une simple couche de convolution avec un kernel parfois assez grand, parfois du 7 par 7, mais il y aura peu de canaux, donc c'est pas trop grave. Hein. Ça dépend des réseaux, des fois vous avez même juste un petit empilement de couches 3 par 3, bref, ça dépend. Une fois qu'on a fait ça, on va enchaîner les modules de ce type-là. Donc, on va passer dans la première couche et on va sommer le résultat de cette couche avec ce qu'on avait en entrée. Puis, on va continuer avec la couche 2 et ainsi de suite. Et après, on va downsample quand on aura fait cette petite étape suffisamment de fois et qu'on sera satisfait. Donc, finalement, le module ici, il est un peu équivalent à ce qu'on a là. Et si on se demande maintenant comment est-ce qu'on peut comprendre cette philosophie du ResNet, comment est-ce qu'on peut comprendre la manière dont il conçoit un signal et dont il progresse un petit peu dans sa représentation du problème. Une manière de se le représenter, que je vous conseille parce qu'elle a de manière générale plutôt bien marché pour moi et que j'ai vu pas mal d'autres gens qui l'utilisaient, c'est la suivante, c'est de s'imaginer que quand on passe dans l'espace résiduel, en fait ce que ça veut dire c'est qu'on passe dans l'espace de la sortie. Autrement dit, ce que vous avez ici, c'est déjà une forme très brute, très mauvaise de la sortie attendue par le réseau. Et la manière dont on peut voir, quand on représente les choses de cette manière, hein, la manière dont on peut voir l'action effectuée par chacune des couches, c'est de venir évaluer la réponse actuelle donnée par le réseau, qui est très mauvaise, et la raffiner par des petites retouches qui vont venir pousser un petit peu la solution dans un sens ou dans l'autre pour se rapprocher progressivement à mesure qu'on avance à travers les couches vers la sortie finale attendue par le réseau. Alors là, évidemment, j'ai un petit peu considéré que le réseau, c'était juste ça. Hein. Vous vous doutez bien qu'en réalité, il y a plusieurs modules. Donc finalement, vous pouvez voir chaque module comme étant un empilement de petites variations de l'entrée du module pour obtenir la sortie du module voulu, de telle sorte que si vous prenez tous les modules d'affilée, eh ben, la sortie voulue de chaque module progresse vers la sortie voulue du réseau. Voilà. Et c'est ça un petit peu le génie de ResNet, c'est d'avoir changé le paradigme entier de comment est-ce qu'on voyait le processing des données au cours d'un réseau de neurones, de l'avoir un petit peu renversé sur sa tête. Alors ça a des bons côtés, ça a fait disparaître complètement toute notion de disparition de gradient. Ça a aussi des mauvais côtés. On a perdu cette notion de représentation des caractéristiques, qui était bien pratique au passage, vu qu'on pouvait souvent essayer de les représenter. Ça nous donnait des visualisations de comment un réseau fonctionne. C'était pratique, ça enlevait un petit peu le côté boîte noire de ce qu'on avait. Et ce que ça nous donne, c'est une nouvelle manière de penser, un nouvel outil dans notre boîte à outils finalement d'ingénieurs en deep learning, qui s'avère extrêmement souvent très pratique, puisqu'on va le combiner à nos manières conventionnelles de faire des convolutions. On va donc souvent faire des blocs résiduels plutôt que des couches résiduelles, et au sein de ces blocs résiduels, faire une progression normale de couches convolutives. Hein. Et en combinant tout ça, eh ben, ça va nous donner les comportements globaux et locaux que l'on recherche. Voilà. Et comme il est fort tard, je propose de conclure tout ça ici. Alors malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on a beaucoup discuté, on a beaucoup progressé ensemble. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a encore plusieurs slides. Et donc ces slides, je vous donne juste les noms rapidement. Il y en a une où je vous aurais parlé de MobileNet. Il y en a une où je vous aurais parlé d'Amoeba.net. Ça, c'est moins important, vous n'avez pas trop besoin de regarder, c'est plus une curiosité. Et il y en a une où je vous aurais parlé d'EfficientNet. Donc si vous voulez vous renseigner sur ces modèles-là, je vous le conseille. Ce sont des modèles tout à fait passionnants et qui ont beaucoup transformé
eux aussi, c'est pour ça que je les inclus dans cette historique, la manière qu'on a eu de voir un petit peu les convolutions au fil des ans. Efficient-Tet, maintenant, c'est un petit peu la solution de base qu'on utilise quand on ne veut pas utiliser des Vision Transformers, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, c'est très efficace. Avec peu de complexité, vous avez d'excellentes performances. Et donc voilà, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à revenir sur ces quelques technologies qui vous seront bien utiles, je pense, si vous continuez à travailler avec des réseaux de neurones convolutifs. Tout ceci étant dit, hein, je récapitule très rapidement les points principaux qu'on a vus dans la partie qu'on a pu faire. Les réseaux résiduels, c'est vraiment trop puissant et c'est très bien. Les pointwise convolutions, ça vous permet de manipuler assez facilement et à très faible coût le nombre de canaux d'un tenseur. Et quand on fait un réseau de neurones, il y a tout un tas de points de design auxquels il faut réfléchir. Il faut réfléchir à son champ récepteur, il faut réfléchir à sa profondeur, il faut réfléchir à sa largeur. Il faut aussi réfléchir à est-ce qu'on fait bien usage de la manifold assumption pour réduire la complexité? Est-ce qu'on peut se permettre, dans le cas qui nous concerne ici, de détruire de l'information, ou est-ce qu'au contraire c'est une extrêmement mauvaise idée? Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il faut toujours bien garder en tête. Et sur ce, avant de clore la session, s'il y a quelques dernières questions avant de se laisser, eh bien, allons-y. Oui. Du coup, oui, pardon. Est-ce que tu peux revenir juste à la slide de ResNet? Merci. Voilà. Alors, est-ce que la couche passage dans l'espace résiduel, est-ce que tu l'as fait aussi après, enfin entre les modules, genre après le downsample? En général, non. Ok. Pourquoi? Il a Parce trouvé que comme ça. le downsample, bien souvent, c'est pas une couche paramétrique. Ça va plutôt être du max pooling. Ça arrive que ce soit une couche paramétrique, hein, mais l'idée de ne pas utiliser une couche paramétrique, c'est que tu n'as pas de disparition de gradient sur ces passages-là, en Ouais. fait. Et du coup, tu veux minimiser le nombre d'opérateurs qui vont effectuer des passages qui peuvent réduire la qualité du gradient. Et donc, tu vas éviter de faire ça de manière générale. Mais ça reste une règle excessivement générale. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et d'ailleurs, un opérateur pour downsample qui est souvent utilisé, par exemple, dans les GAN, même les GAN résiduels, c'est d'utiliser du downsampling qui est juste une couche de convolution avec un stride de 2 et pas du max pooling. Donc, clairement, ça dépend. Ok. D'autres questions? Ah, c'est super. Du coup, j'espère que ça vous a plu. Je vous remets ma tête, voilà. Enfin, ma tête a peut-être pas disparu. Je sais pas comment est votre layout, mais peu importe. Du coup, ça conclut cette première plongée, on va dire, dans l'univers des CNN avancés. J'espère que ça vous a intéressé, que vous en retiendrez des choses, et puis surtout que ça vous a intéressé à aller plonger dans tous ces papiers que je vous ai présentés un petit peu plus profondément. Je n'ai fait que les survoler. Ils présentent beaucoup de résultats, beaucoup de choses assez intéressantes sur comment est-ce que les hyperparamètres font varier les réponses en sortie et ainsi de suite. Alors, ce n'est pas des choses qui sont toujours forcément encore valables aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué en un paquet d'années. En particulier, l'éléphant dans la salle, comme disent les Anglais ici, c'est l'absence de nos chers Transformers. Mais tout ça, ça nécessite bien une formation à part entière, et donc je suppose ou j'espère que vous en aurez peut-être une un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le sujet ici. Ceci étant dit, bonne soirée. Merci beaucoup, Jules.